Pourquoi ce moment où on rencontre quelqu'un et notre vie est chamboulée et bouleversée, pourquoi ça dure pas? Hello, je m'appelle Maud Ventura, je suis autrice, je crois que je peux le dire maintenant. Mon premier roman sort à la rentrée, il s'appelle Mon mari. Donc je suis romancière, autrice, je sais pas vraiment comment on peut le dire, et journaliste podcast. J'ai fait de longues études, ce fut un long chemin, parce que j'aime beaucoup les études. J'aime beaucoup apprendre et j'adorais l'école. Donc j'ai fait un bac littéraire, ensuite j'ai fait une prépa littéraire et ensuite j'ai intégré l'ENS de Lyon en philosophie et HEC. Donc j'ai fait les deux écoles en parallèle en me posant la question de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie et c'était vraiment pas très clair. Donc voilà, j'ai fait une école de commerce et de la philo et finalement je suis devenue journaliste. En fait, déjà je me considère pas vraiment comme journaliste, je dis ça pour résumer, mais je sens bien que j'ai pas fait une école de journalisme et que j'ai pas la formation de journaliste et que je me sens pas journaliste dans dans mon approche des choses et de mon métier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à HEC, on a une année de césure, une année entière pour faire des stages. Et donc j'ai fait des stages dans tous les domaines qui m'intéressaient, de près ou de loin. Et donc j'ai fait un peu par itération. J'ai fait un stage dans une maison d'édition, je me suis dit super, mais pas pour moi, parce que j'avais déjà trop envie d'écrire. Et en fait, travailler dans l'édition en voulant être écrivain, pour moi, il y a un truc qui collait pas. Après, j'ai fait un stage dans une start-up, dans une école d'écriture. Je me suis dit oui, mais en fait non, parce que je suis entourée de personnes qui veulent écrire. Et l'univers de la start-up, en fait, n'est pas pour moi. Donc j'ai enchaîné les stages et un jour, j'ai fait un stage à Radio France, dans l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard. Et en fait, je suis arrivée, je dis mais c'est exactement ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de travailler à la radio parce que j'aime la radio, j'aime le direct, j'aime créer des choses qui vont toucher les gens, j'aime les interviews et j'aime particulièrement le journalisme culturel. J'aime donner la parole aux artistes, donc c'est pas moi personnellement, c'est Augustin Trapenard qui donnait la parole, mais j'aimais tout ce que ça représentait et j'aimais la radio. Et donc j'ai eu un coup de foudre. Donc on m'a dit oui, non mais attends, c'est le jour 1, tu verras dans 6 mois, etc. Parce que je suis arrivée à la radio avec un énorme sourire aux lèvres. Et en fait 6 mois plus tard, j'avais toujours le même sourire. Et quand j'arrivais à la radio, assez tôt, parce qu'en fait on commence assez tôt à la radio, j'arrivais tôt, il y avait le soleil qui se levait sur la tour Eiffel et je remontais la rue de Passy. Et je me dis mais en fait c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Donc j'ai trouvé ma voie en poussant les portes de la maison de la radio. Une anecdote sur mon stage à Boomerang avec Augustin Trapenard, ça devait être ma première semaine de stage, donc évidemment j'étais une petite bibou timide. Et après une émission, on va boire un café comme c'était le cas après chaque émission, donc aux ondes, le café juste devant la maison de la radio. Et Vanessa Paradis prend un café avec nous. Donc j'ai essayé d'avoir l'air cool et détendu, mais dans ma tête il se passait beaucoup de choses contradictoires, donc j'ai rien dit et j'ai souri un peu de manière maladroite. Mais voilà, c'était mon arrivée à la maison de la radio, je me suis dit waouh. Et c'était à la fois anecdotique et à la fois ça m'a appris que en fait, quand tu travailles à la radio et particulièrement avec des artistes, à avoir une espèce de distance qui est hyper importante et qui a été importante après dans la suite de mon travail et de ma vie professionnelle, parce que plus tard j'ai été programmatrice à la matinale de France Inter sur les matinales du week-end et en fait j'allais être en contact avec des ministres, avec des personnalités. Et en fait, il faut se comporter d'une manière professionnelle et pas être « Oh mon Dieu, il y a Vanessa Paradis et le monde s'arrête ». En fait, non, t'es là pour travailler. Et en fait, on est dans un rapport de travail. Donc, c'était aussi un apprentissage de pas s'arrêter et de demander un orthographe et de prendre une photo discrètement avec son téléphone. Pas faire ça, surtout. Comment je suis passée de la radio au podcast ? Finalement, j'ai un peu fait les deux en même temps. J'ai écouté beaucoup de podcasts. Ça fait vraiment longtemps que j'en écoute beaucoup. Et donc, j'ai écouté particulièrement les podcasts de Louis Média, qui est un studio de podcast dont j'adorais les créations et que je respectais infiniment. Et donc, j'ai eu envie d'aller voir ce que c'était. Et je voyais aussi que les podcasts, ça bougeait, je voyais bien qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait une effervescence, qu'il y avait déjà des offres d'emploi, qu'il y avait sûrement quelque chose aussi d'un petit peu neuf, parce que la maison de la radio et France Inter, c'était très beau et c'est toujours une radio que j'aime infiniment, mais c'est aussi une grande maison qui existe depuis très longtemps, avec certains process qui sont quand même toujours les mêmes et assez lents et lourds, et c'est dur d'y trouver sa place et ça prend du temps dans une petite... Dans les podcasts, ça va beaucoup plus vite et il y a la possibilité de faire plein d'autres choses et des formats qui m'intéressaient. Donc j'ai commencé dans le podcast via Louis Média, j'ai produit des épisodes pour eux et c'est comme ça que ça s'est fait. Et pour moi, c'était deux choses très complémentaires. Et aussi, ce qui m'intéresse dans les podcasts, c'est comment des grosses radios font du podcast. Et notamment quand j'étais chez France Inter, j'ai travaillé sur le podcast Les Odyssées,
avec Laure Grand Besançon qui fait ce podcast merveilleux pour les enfants. J'ai travaillé aussi dans l'équipe de Femmes Puissantes, le podcast de Léa Salamé. Et donc c'était aussi très intéressant pour moi de me dire comment dans une grosse radio on peut produire du podcast natif, pourquoi c'est complémentaire ou non de leurs émissions de radio et comment faire un petit peu les deux. Et c'est exactement ce que je fais actuellement chez Énergie. Je travaille dans une grande radio, dans un gros groupe radio et je crée des podcasts natifs. Pour moi, je vois pas de grande différence entre un podcast de marque et un podcast natif. Et là, on sent bien que je suis pas journaliste parce que clairement, j'ai travaillé avec des journalistes et ils font une distinction et c'est bien entre l'éditorial et le podcast de marque. Moi, je viens d'une formation commerciale et donc mon approche est un petit peu différente et je me pose toujours la question de la qualité de ce que je produis. Et pour moi, un bon podcast de marque, c'est un bon podcast. Donc, quand je l'approche, je me dis toujours... Certes, c'est pour une marque, mais en fait, pourquoi quelqu'un aurait envie d'écouter ça? Si c'est juste de la publicité, si c'est juste pendant 20 minutes, on va parler d'un yaourt et vanter ses mérites, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, c'est pas un podcast, c'est de la publicité. En revanche, une marque de yaourt vient nous voir et nous dit on veut créer un podcast. Là, j'ai envie de me poser la question, éditorialement, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qui va être intéressant? Qu'est-ce que moi, j'ai envie d'écouter? Qu'est-ce que les gens ont envie d'écouter? Je sais pas, peut-être quelque chose sur les produits laitiers, sur cette industrie, peut-être sur quelque chose sur la famille, sur, je sais pas, on va chez les gens et on ouvre leur frigo, qu'est-ce qu'il y a dans leur frigo? Et là, on trouve un contenu que moi, je trouve pertinent. Et donc, que ce soit pour une marque de yaourt ou édito, j'essaie à chaque fois de me poser la question du sens. J'aurais du mal à dire depuis combien de temps je l'écris, parce que j'écris vraiment depuis longtemps. Et ça a été une transition assez lente et continue entre l'écriture pour moi, donc dans mon journal intime depuis que je suis toute petite, à l'écriture de mon premier roman. Mais en fait, entre ça, il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de dissertations et des pages et des pages et des pages. Il y a eu 2 mémoires de philosophie, ça fait 200 pages, c'est aussi long qu'un roman. Et donc, il y a eu plusieurs productions où j'ai écrit. Tout ça pour dire que pour moi, l'écriture, j'ai toujours écrit, j'écris beaucoup dans mon travail, j'ai toujours beaucoup écrit, j'ai beaucoup écrit pendant mes études. Et donc, l'écriture a toujours un peu été là. Il n'y a pas un jour où je me suis dit tiens, je vais écrire mon premier roman, j'ai pris un stylo et j'ai écrit alors que c'était un acte pas du tout naturel. Pour moi, c'était la continuité. En revanche, depuis combien de temps j'écris de la fiction et je me dis tiens, en fait, j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie de faire quelque chose qui va être un jour un livre. Je pense que c'était en 2015 que je vivais à l'étranger à cette période, je vivais à New York et je tenais un journal intime vraiment quotidien. Et j'écrivais, mais il y avait une petite frustration parce que j'avais envie d'écrire une histoire, j'avais envie de faire plus que mon journal intime. Et donc c'est là que j'ai commencé à vouloir écrire autre chose. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Et c'est pour ça que ça a pris toutes ces années. C'est parce que j'ai commencé à vouloir écrire autre chose. Donc j'ai écrit des pages à droite à gauche de fiction et je me suis dit en fait, écrire dans un journal intime, écrire des dissertations, ne fais pas de toi un écrivain, ne fais pas de ce que tu écris un livre. Et donc j'écrivais quelques pages à droite à gauche, mais je me disais mais en fait c'est chiant, il se passe rien, c'est hyper abstrait, c'est pas un livre. Et donc il s'est passé après plusieurs années où je me suis posé la question de comment transformer, comment en fait écrire un livre, et que c'était pas du tout inné, donc je me suis vraiment demandé mais en fait c'est quoi un personnage et comment je fais une histoire, et comment aussi, une question qui m'obsédait, c'était comment je crée quelque chose que les gens vont avoir envie de lire. En gros, comment je fais un truc pas trop chiant. Parce que ma vision de l'amour et ce que je pense de tel sujet, en fait, tout le monde s'en cogne. Donc comment je crée une histoire que les gens auront envie de lire et qui pourra avoir un intérêt. Donc il s'est passé plusieurs années où je me suis posé vraiment cette question. Mon mari, c'est la première fois que j'avais un projet d'écriture dans lequel je croyais assez pour me dire je vais l'écrire de la première à la dernière page et je vais finir ça. Et ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je l'aime toujours autant au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc je vais aller au bout de ce projet. Donc mon mari, c'est simplement le premier projet que j'ai terminé. Mon mari, j'ai mis longtemps à le terminer. Entre la première phrase que j'ai écrite et l'envoi aux éditeurs, il s'est passé plus de 3 ans. Donc c'était vraiment long et lent, aussi parce que je travaillais, je finissais mes études, puis je travaillais, donc je n'ai pas écrit pendant 3 ans à temps plein. Donc j'écrivais un peu, puis après je faisais autre chose parce que je commençais un stage très prenant, donc j'arrêtais d'écrire. Puis après je m'y remettais un petit peu en été, donc il y a eu des périodes avec et des périodes sans. Mais à partir du moment où il a été terminé, en fait il s'est passé encore des mois et des mois où je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et donc je l'ai relu 250 fois, je changeais 3 virgules, je changeais 2 paragraphes en ayant l'impression que ça changeait tout, alors que franchement c'était anecdotique. Rétrospectivement, je trouve ça ridicule, mais sur le coup, j'arrivais pas, et en fait, je pense qu'au fond, j'avais surtout peur de me prendre des lettres de refus. D'ailleurs, j'en ai reçu, et en fait, il y a eu juste un moment où où ça allait, où j'ai un peu lâché le bébé. Je me suis dit, allez, c'est bon, tu peux l'envoyer.
Je me suis dit, je choisis 10 éditeurs, je l'envoie à 10 éditeurs, je vais prendre mes 10 lettres de refus et j'en écrirai un deuxième, un troisième, un quatrième et peut-être qu'un jour je serai publiée. Et donc en fait, j'ai eu le courage de l'envoyer le jour où j'ai commencé à écrire un deuxième roman et le jour où j'ai fait le deuil de ce texte. Donc là, j'ai fini par l'envoyer, mais ça a été un peu long et lent. Ma rencontre avec mon éditrice a été un coup de foudre. Un coup de foudre professionnel, littéraire. C'était... je me souviens, en fait, initialement, je crois que c'était un SMS ou un mail qu'elle m'a envoyé en me disant vous êtes une autrice, votre manuscrit est exceptionnel, il faut qu'on se rencontre. Donc évidemment, le monde s'arrête, je n'en crois pas à mes yeux, enfin, c'était vraiment merveilleux. On se donne rendez-vous 1 ou 2 semaines plus tard à l'Iconoclaste. Et donc j'y vais. Et là, elle m'accueille. Elle n'est pas seule, il y a une jeune assistante d'édition, une jeune stagiaire. Il y a la personne qui s'occupe de la cession des droits et il y a elle. Et les 3 ont lu le manuscrit. Les 3 me reçoivent. Et les 3 me disent on a respectivement 25 ans, 60 ans et 40 ans. Et on est 3 femmes à l'avoir aimé. Et donc on pense vraiment qu'il y a quelque chose avec ce texte. Donc là, la rencontre a eu lieu. Et ce qui était immédiatement merveilleux avec mon éditrice, c'est que elle s'appelle Sylvie, comme ma maman. Voilà, c'est le moment psychanalyse. Ce qui était merveilleux avec Sylvie, c'était qu'elle a vraiment dédramatisé toutes les montagnes que je me faisais, toutes mes angoisses existentielles. Elle a un rapport très sain à l'écriture. Elle va me dire « Ouais, bon, bah ce passage, c'était pas terrible, hein, on va couper. » Point. Et c'est pas grave, et c'est pas 1000 pincettes. Elle est très joyeuse, elle est très... voilà, on va pas en faire un fromage. Et on n'est pas non plus en train de sauver le monde, ce qui n'est pas faux. Et donc ce rapport hyper pas dramatique à l'écriture et au texte, pas du tout émotionnel, sentimental. Oui, elle m'a dit j'ai adoré ton livre et c'est super. Maintenant, il y a un petit peu de travail. Est-ce que tu as envie qu'on travaille ensemble? Point. Donc c'était exactement ce qu'il me fallait. En fait, au moment où j'ai envoyé mon manuscrit, je pensais que soit un éditeur allait m'appeler et me dire c'est merveilleux, on vous publie demain, soit j'allais recevoir une lettre de refus. Et en fait, l'Iconoclaste m'appelle, me donne rendez-vous 2 semaines plus tard, et ils me disent c'est merveilleux, c'est super, bon bah peut-être que vous pourriez retravailler un peu, on se tient au courant. Donc moi je rentre chez moi, j'appelle ma mère, elle me dit mais alors ils vont te publier? Et je leur dis mais je sais pas, j'ai pas osé demander. Et donc en fait je savais pas exactement. Et donc au début c'était pas du jour au lendemain, on m'appelle et on fait signer un contrat et 2 jours plus tard je suis publiée. Ça s'est fait quand même sur plusieurs mois, enfin plutôt ça s'est fait sur plusieurs semaines. Et un jour ils m'ont dit bon bah c'est ok pour nous, on voudrait te publier en septembre. Et j'ai compris rétrospectivement qu'eux se posaient aussi la question de ce texte, quand est-ce qu'on le publie? Parce que c'est pas la même chose de publier un texte au mois de septembre, pendant la rentrée littéraire, au mois de janvier, au mois de mars, au mois d'avril. Et donc je pense qu'ils se posaient la question de quand est-ce que c'était pertinent. Et donc je me souviens avoir reçu un SMS de Sylvie en mode « OK pour septembre ?» Donc j'ai dit « Oui, OK pour septembre ». Donc ça s'est fait un peu plus progressivement. Mon mari, c'est l'histoire d'une femme qui a 40 ans, qui a 2 enfants, qui vit dans une jolie banlieue, on peut imaginer Neuilly ou ailleurs. Elle a une famille et une vie parfaite, en tout cas en apparence. Le problème, c'est qu'elle est follement amoureuse de son mari, qu'elle est follement attachée à lui et à leur histoire, et que toute sa vie tourne autour de son mari, autour de ses réactions, autour de qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qui va se passer ce soir. Et donc c'est l'histoire d'une passion, d'une obsession, d'une grande dépendance affective d'une femme envers son mari. Cette histoire est née d'une dispute avec mon ancien compagnon. Je lui disais, comme souvent, tu m'aimes plus comme avant, c'est plus comme avant, voilà, tu me regardes plus, tu m'aimes plus. Et il m'a répondu, mais Maud, évidemment que je t'aime plus comme avant, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, c'est normal. Et en fait, si je t'aimais comme au premier jour, c'est ça qui serait pas normal. Et moi, j'ai trouvé sa réponse à la fois juste et à la fois scandaleuse. J'ai dit, mais pourquoi en fait on s'aime pas pareil au bout de 15 ans et au bout de 2 jours? Pourquoi la passion des débuts? Pourquoi les papillons? Pourquoi ce moment où on rencontre quelqu'un et notre vie est chamboulée et bouleversée? Pourquoi ça dure pas? Pourquoi en fait au bout de quelques semaines ou quelques mois, ça se transforme en un espèce d'attachement profond, une espèce de tendresse? Moi, ça m'allait pas et je trouvais ça un peu scandaleux et c'est quelque chose qui, existentiellement, moi, m'était très douloureux. Et donc là, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas.
Donc je me suis dit, ok, mon compagnon me dit, compagnon c'est un peu formel, ok, mon copain me dit, Maud, je ne t'aime pas comme avant et c'est bien normal. Et je me suis dit, bah, et si justement on continuait à s'aimer comme au premier jour, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qui se passerait? Donc je me suis projetée 10 ans plus tard, je me suis projetée à 40 ans et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si là, ce que je vis actuellement à 25 ans, c'est la même chose à 40, que je suis toujours aussi amoureuse et toujours aussi transportée par cet homme. Et c'est vrai que en me posant cette question et en créant ce personnage, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'un peu monstrueux. Et que effectivement, aimer de la même manière, aimer avec une telle intensité pendant 15 ans, c'était peut-être un peu monstrueux. Merci beaucoup.